quelqu'un qui est sous anticoagulant, sous antidépresseur, en chimiothérapie, des médocs quand même qui sont irremplaçables, il ne faut pas interférer avec. Si tu utilises une huile essentielle à 1,8-cinéole, ce 1,8-cinéole, il est tonique hépatique. C'est-à-dire que ton foie, lui, va mieux épurer le sang digestif qui lui arrive et il va mieux métaboliser le médicament que tu prends. Donc tu vas être en sous-dosage relatif. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, naturelle, vous savez, on s'intéresse beaucoup aux médecines naturelles dans cette émission. J'ai réinvité le docteur Philippe Gouet. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Plébiscité par les auditeurs de Beurre FM lors de votre première intervention star des réseaux sociaux aujourd'hui. Alors je rappelle que dans une première vie, vous êtes ingénieur, ensuite vous êtes médecin généraliste, et puis vous vous êtes formé à plein d'autres modules, comme on dit aujourd'hui, la phytoaromathérapie par exemple, l'acupuncture, l'homéopathie que vous pratiquez depuis 40 ans. Vous avez effectué avec des services hospitaliers des essais cliniques en aromathérapie. Vous avez donc été dans plusieurs services hospitaliers. Vous vous êtes exilé à un moment donné en Inde. Oui. À Madras. Voilà, à Madras. C'est pas un exil. Non, quand je dis exilé, c'est expatrié. Oui, si vous voulez, mais plutôt à titre privé. Mais c'était intéressant. Dans un laboratoire qui faisait des huiles essentielles. Oui, voilà. Et j'étais responsable de l'assurance qualité, en fait. Et vous publiez aujourd'hui donc Huile essentielle en toute confiance, connaître les huiles et les utiliser au quotidien, au courrier du livre. Voilà, 1 kilo pour ceux. Oui, voilà. Vous pouvez faire votre gym avec. On va revenir aujourd'hui dans cette émission sur un sujet que les auditeurs nous ont demandé, c'est de parler des interactions entre les huiles essentielles elles-mêmes et les médicaments. Mais tout d'abord, on parle toujours de la puissance des huiles essentielles. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les huiles essentielles sont des médicaments ou pas déjà ? Dans la mesure, il ne faut pas se voiler la face, dans la mesure où les huiles essentielles nous aident à nous tirer d'un mauvais pas, nous guérissent, pourquoi on ne les appellerait pas des médicaments ? Ce sont vraiment des médicaments, à mon avis perso. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des essais de pharmacologie avec eux, et on sait exactement, pour la plupart, où elles marchent, comment elles marchent. Donc c'est intéressant. Et on peut s'en servir de façon raisonnable, pour vaincre une maladie. Quand on parle de ces essais en pharmacologie, on a fait des essais sur quoi, par exemple ? Par exemple, sur l'infection, sur l'inflammation. On se rend compte que certaines huiles essentielles, riches en aldéhydes, comme l'eucalyptus citronné, 75% d'aldéhydes, citronellal par exemple, elles sont anticox. Bon, pour toi, c'est de l'hébreu. Mais alors là, en même temps que vous le dites, je suis en train de réfléchir. Mais... Alors, anticox, c'est exactement le site d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, quand on prend par voie orale l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, ça revient exactement au même que de prendre du Voltaren. Sauf que avec l'eucalyptus citronné, on ne perce pas l'estomac. Voilà. Parce que lorsque l'on prend un anti-inflammatoire non stéroïdien, de l'aspirine, de la cortisone, on sait bien que l'estomac ne sécrète plus de mucus protecteur de sa propre muqueuse. Tandis qu'avec les huiles essentielles, on sécrète toujours de ce mucus. Donc, la muqueuse est toujours protégée et on ne se précipite pas vers l'ulcération. Alors, tout ça, ça n'a l'air de rien. C'est vrai, quoi. Plus de mucus, vous faites du mucus, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ça intéresse quand même 20 000 personnes par an qui sont hospitalisées tous les ans pour des saignements digestifs. Et ça, parce que les anti-inflammatoires ont des effets secondaires. Voilà. Nous, on ferait le 10e de ça, on serait déjà... Ouais.
Alors, on parlait de l'aspirine. Il y a l'équivalent, par exemple, de l'aspirine en huile essentielle. On peut avoir ou pas? Tu l'as dans la mesure où tu es anti-cox, comme l'aspirine. D'accord. Avoir une huile essentielle qui soit vraiment de l'aspirine, comme la Gaultérie salicylate de méthyle, je dirais pas que c'est comme l'aspirine, parce qu'on ne peut pas l'utiliser tel quel. On l'utilise surtout par voie percutanée et on ne peut pas l'utiliser par voie orale. D'accord, la posologie n'est pas la même finalement. Voilà. Alors, on a toutes les autres molécules, mais c'est vrai que beaucoup des molécules qu'on a dans les médicaments aujourd'hui ont leur équivalent, on peut dire, en médecine naturelle. On peut dire ça. Et quand je regarde la littérature aujourd'hui, je vois il y a une expression qui dit antibiotique naturel. Alors, est-ce que on peut vraiment l'utiliser, cette expression, ou finalement elle n'est pas adaptée? Bon, on comprend ce que l'autre veut dire. Oui. Mais c'est pas adapté, c'est pas le même mode d'action. Tu vois, un antibiotique, il passe sa paroi du germe et il va se fixer sur un gène pour lequel il est désigné. Il bloque l'activité du gène et bloquant l'activité de ce gène, il bloque la synthèse d'une protéine qui est vitale pour le germe parce qu'elle va agir au niveau de la paroi, elle va agir au niveau d'un organite du cytoplasme, etc. Et donc, privé de cette molécule, le germe meurt. Donc, antibiotique, antivie. Ah, c'est ça que ça veut dire? Oui. Donc, si on a une action qui agit par voie génétique, tu vois, bon, c'est une chose. Et à ce moment-là, la bactérie, qu'est-ce qu'elle fait? Dis donc, tu veux m'avoir? Tu vas débarrasser de moi, ouais. Eh ben, je fais un petit anneau d'ADN supplémentaire et c'est ma résistance. C'est l'antibiorésistance. Voilà. Et après, la bactérie, au lieu de garder ça pour elle, elle va filer ça aux copines. Et donc, d'emblée, on peut avoir toute une population antibiorésistante. Ce qu'on n'a pas avec des huiles essentielles, non, parce par exemple. Que, justement, on n'a pas le même mode d'action. Nous, on agit... Alors, pourquoi? Alors, il faut se rappeler que les composants des huiles essentielles sont des composants liposolubles, enfin, lipophiles. Alors, quand on dit lipophile, ça veut dire qui se dissolvent dans l'huile, qui ont une affinité avec les corps gras. Donc, qui flottent pas, en fait. Voilà. Alors, donc, quand on a une angine, par exemple, une infection, on prend une huile essentielle anti-infectieuse. Monoterpénol, phénol, bon, peu importe. Eh bien, ces monoterpénols vont arriver au niveau de l'action, c'est-à-dire au niveau de l'infection. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont lipophiles et que la paroi des germes est-elle lipidique, elle va se fixer dessus automatiquement. Et donc là, nos molécules des huiles essentielles sont très déstructurantes pour la paroi des germes. Or, on a oublié une chose, c'est que nos germes, qui sont destructeurs, eh bien, ont une pression osmotique interne qui est entre 5 et 20 atmosphères. Donc, si on déstructure un tant soit peu la paroi de ces germes, ils ne peuvent plus résister à la pression osmotique de notre liquide extracellulaire. Ils explosent. Donc, nous, on n'agit pas du tout par voie génétique. Donc, il est impossible d'avoir une huile essentielle résistante, si on peut dire. Tu vois, on est obligé de marcher. Et que ce germe soit polyrésistant ou pas, mais c'est pas notre problème. Il a une paroi, elle va être déstructurée, il va être détruit. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est pourquoi, excuse-moi, non, vas-y. C'est pourquoi les huiles essentielles sont actives contre les bactéries, sont actives contre les levures, parce que bactéries et levures ont une paroi, tu vois, et aussi contre les virus qui sont enveloppés. Parce que les virus dits enveloppés sont des virus qui sont entourés d'une paroi. Donc, comme elle est lipophile et déstructurable, on agit dessus et le virus ne peut plus nous affecter. Alors, il en est autrement des virus qui sont non enveloppés. Alors, genre quoi? Papillomavirus. D'accord. Et tu vois que c'est
un problème pour beaucoup de gens. Il y a une épidémie. Ouais. Ah voilà. Toi ? Donc là, les huiles essentielles ne sont pas efficaces. Elles ne sont pas aussi actives, non. Non. Faut admettre. Ouais. Non, mais c'est important de savoir quel est le domaine d'action. Oui, il faut être humble. On ne peut pas tout soigner, on ne peut pas tout prendre en charge. On peut faire beaucoup de choses, mais il faut connaître ses limites. Si c'est actif, c'est quand même que c'est à manipuler avec précaution. Donc, les huiles essentielles ont énormément de succès et de plus en plus de succès. On l'a vu avec le Covid, certaines huiles essentielles étaient devenues introuvables. Bien sûr. On manipule pas les huiles essentielles comme ça. Ça, il faut vraiment. Moi, je sais que vous animez des formations, hein, mais qui sont peut-être plus à l'usage de professionnels, Dr Webb. Ouais. Oui, mais ça fait rien. Dans la mesure où la personne veut utiliser les huiles essentielles, elle doit avoir conscience quand même qu'elle s'utilise dans un cadre éclairé, sinon professionnel. Alors, on peut reprendre quelques familles, pour éclairer un peu. Mmh. Et il y a des choses que j'aimerais dire à ce sujet-là, sans que ce soit trop compliqué. Tu as par exemple un premier groupe, on va faire 7 groupes d'huiles essentielles. Un premier groupe qui prend les huiles essentielles phénolées. Alors les phénols sont des molécules extrêmement actives et extrêmement déstructurantes sur la paroi des germes. Donc les huiles essentielles phénolées sont pour nous particulièrement intéressantes parce qu'elles sont particulièrement anti-infectieuses. Mmh. Tu te rappelles, elles déstructurent la paroi, donc le germe explose. Bon, ça c'est très bien. Mais il y a la paroi des germes, il y a aussi notre paroi à nous. La peau. Par exemple. La paroi cutanée. Voilà. Donc les huiles essentielles phénolées ne peuvent pas s'appliquer sur la peau pure. Même diluées, il faut faire très attention. Parce qu'elles sont quand même dermocaustiques. Dermocaustiques. Ça veut dire quoi ? Qu'elles ont de l'humour ? Disons qu'elles s'attaquent à ta peau, tu vois. Là, tu auras moins d'humour. Voilà, on va progresser dans la connaissance des huiles essentielles ce matin. Mon invité, c'est le docteur Philippe Goueb. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui est essentiel, c'est le cas de le dire, qui s'appelle Huile essentielle en toute confiance. Voilà, que vous montrez, puisque l'émission est filmée au courrier du livre. On était en train de voir les familles des huiles essentielles. On a vu les phénols. Non, on n'a pas fini, parce que c'est énorme. C'est une famille qui est un peu délicate à manier. Alors, on ne la met pas pure sur la peau. Si on ne peut pas la mettre pure sur la peau, on ne peut pas la diffuser pure non plus, parce qu'une huile essentielle phénolée, si tu la respires, tu mets un diffuseur, tu la respires, ça va t'irriter tes fosses nasales, ça va t'irriter tes conjonctives, donc tu vas pleurer, tu vas moucher. Bon, le mec qui est asthmatique, il va faire sa crise. Enfin, c'est vachement agréable, quoi. Donc, elles ne se diffusent pas. Elles ne se prennent donc que par voie orale. Et là, il faut penser à certaines choses. Tu l'as en bouche, bon. La muqueuse buccale, elle résiste à tout. Tu vois ce que les gens picolent. Oui. Enfin, dans une certaine mesure, tu vas pas faire un trou dans la bouche. Ils peuvent distiller. Bon, alors, mais tu l'avales. Donc, tu avales ta goutte. Alors, ça va dans l'œsophage. Si jamais tu as un reflux gastro-œsophagien, tu as déjà une œsophagite contre laquelle on te prescrit un antiacide ou un protecteur de la muqueuse. Donc, tu ne vas pas en rajouter une couche avec ton huile essentielle phénolée. D'accord ? Donc ça, c'est une contre-indication. Alors, maintenant, tu passes à l'estomac. Si tu as présenté des gastrites ou même si tu as souffert d'un ulcère d'estomac, tu ne vas pas rajouter une huile essentielle phénolée. D'accord. Bon. Et il faut se méfier des gastrites. Tu sais, la personne qui vient te voir en consultation, « Oh, écoutez, docteur, j'ai souvent mal à l'estomac. C'est vrai que je suis commercial. Le midi, je mange un sandwich ou je mange au resto. Je mange pas bien. Mais donc, c'est normal, j'ai mal à l'estomac. Vous n'auriez pas quelque chose. » Et tu as noté sur tes fiches que la personne, ça fait la 3e fois qu'elle te le dit.
Elle n'a pas plus mal que ça. Donc tu lui dis, écoutez, vous faites que de me dire que vous avez mal à l'estomac. Moi, j'ai bien envie de vous envoyer chez un gastro pour faire une fibro. Et là, qu'est-ce que tu trouves? Un ulcère. Alors que des personnes qui viennent en urgence se voir, qui sont pliées en quatre, docteur, tu leur fais faire une fibro, ils n'ont rien. Toi, la nature humaine, c'est pas ce qu'on croit. Donc, il faut être très méfiant. Et à partir du moment où on présente des gastrites, où on a souffert d'un ulcère, les huiles essentielles phénolées, terminé. C'est ça l'anamnèse. Voilà. Mais il faut savoir écouter la plainte de son patient et savoir ce qu'il y a derrière. Mais il y a que des docteurs de campagne comme vous ou des gens qui ont de la bouteille pour savoir ça. Et contents aussi. Oui. Non, mais son patient, faut être à sa place, faut le rêver, faut l'aimer, enfin bref. Quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est pour les huiles essentielles Alors phénolées. Attends, c'est pas encore pas fini. Oui. Parce que ces huiles essentielles phénolées, on s'est rendu compte il y a une 40 ans que quand tu les utilisais pures, tu avais des effets secondaires quand même incroyables. Tu avais des douleurs neurologiques, des douleurs musculaires, des maux de tête, des vertiges, des maux de ventre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Puis à cette époque-là, une équipe de vétérinaires a publié la tolérance des huiles essentielles phénolées chez les chiens, je pense. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur cet article, en disant, le foie a beaucoup de difficultés à métaboliser les phénols. Donc quand tu prends des phénols, si tu veux, tu as un surdosage au fil du temps dans ton organisme. Et comme ce sont des molécules qui sont quand même assez agressives, tu en subis les conséquences. Alors, depuis ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, quand j'utilise une huile essentielle phénolée, je mets avec une huile essentielle à 1,8-cinéole, qui est tonique hépatique, et qui va aider le foie à dégrader le phénol. Voilà. Alors, un exemple d'huile essentielle phénolée? Tu as la sarriette. Par exemple, tu as une infection urinaire. J'ai conseillé l'huile essentielle de Satureia montana, une goutte, avec une goutte d'huile essentielle de romarin 1,8, c'est-à-dire romarin 1,8-cinéole du Maroc, qui contient 50% d'A8-cinéole. Comme ça, tu vas avoir un effet tonique hépatique et tu vas bien tolérer ton huile essentielle phénolée. D'accord. En même temps, le 1,8-cinéole est anti-inflammatoire. Donc, tu vas décongestionner la paroi de ta vessie, donc ça va être tout bon. D'accord. Et ça tue les germes? Évidemment. Oui. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, oui. C'est pour ça les infections à urinaire, certaines personnes en font en répétition, donc ça récidive. Donc, voilà, jusqu'à ce qu'elles prennent des huiles essentielles. Donc ça, c'est important. Un autre exemple d'huile phénolée? Par exemple, tu as une infection bronchique. Tu peux prendre l'huile essentielle de Tintimol, plus romarin 8. D'accord. Bien. Une goutte de chaque. Alors quand on dit une goutte de chaque, comment est-ce qu'on la prend, cette goutte? Alors, tu prends une petite cuillère, tu mets un peu de miel dedans, tu mets une goutte de chaque sur ton miel et tu le prends par voie orale. Une préférence pour le miel? Pas liquide ou solide, c'est une importance ou pas? Le mieux, c'est qu'il soit liquide quand même, c'est plus facile. D'accord. Mais après, en bouche, c'est... D'accord. On voit une deuxième famille et puis après on verra les interactions. Alors une deuxième famille qui est importante, après les huiles phénolées, huiles... Tu vois, les huiles essentielles phénolées sont quand même thermocaustiques, comme on a dit tout à l'heure, mais tu en as qui sont pas caustiques, mais qui sont délicates à manier, pures sur la peau. C'est les huiles essentielles à aldéhyde, sont les huiles essentielles à monoterpènes, les huiles essentielles à sesquiterpènes. Tu vois, donc il faut savoir qu'il faut mieux les diluer sur la peau pour pas avoir de surprise. Et quand on dit les diluer, c'est les couper avec quoi? Une huile végétale? Une huile végétale. Alors, ou tu prends une huile végétale, par exemple d'amande douce, par exemple de macadamia, enfin bref, ce que tu as sous la main, ou tu prends une crème hydratante, par exemple. Et tu prends une noisette de crème et tu mets 2 gouttes d'huile essentielle dedans, tu mélanges et tu l'appliques. N'importe quelle crème? N'importe, mais une crème neutre. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit la question des interdictions, finalement.
de ceux qui ne doivent surtout pas utiliser les huiles essentielles? Alors, c'est une contre-indication plus qu'une interdiction. C'est professionnel, on se fixe cette contre-indication. Alors, par exemple... Parce que quand on dit contre-indiqué, ça veut dire que, bon, c'est pas indiqué, mais qu'on pourrait le faire. Mais est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment interdit? Oui. Oui, c'est pour ça. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Alors, par exemple, quelqu'un qui est sous anticoagulant, sous antidépresseur, en chimiothérapie, toi, des médocs quand même qui sont irremplaçables et qui, bon, il ne faut pas interférer avec. Si tu utilises une huile essentielle à 1,8-cinéole, cette huile essentielle à 1,8-cinéole, on parlait du romarin à 8 tout à l'heure, 50% d'1,8-cinéole. Ce 1,8-cinéole, il est tonique hépatique. C'est-à-dire que ton foie, lui, va mieux épurer le sang digestif qui lui arrive et il va mieux métaboliser le médicament que tu prends. Donc, tu vas être en sous-dosage relatif. Et si tu prends un médoc tel le Valium, qui, lorsqu'il a passé le foie, s'est dégradé en plusieurs sous-médocs, ces médocs-là vont aller dans les urines beaucoup plus rapidement parce que le 1,8-cinéole, il est aussi tonique rénal. Tu vois, donc là, c'est contre-indiqué. Alors, aucune huile essentielle à 1,8-cinéole au cours de la chimiothérapie et des 8 jours qui suivent. Donc c'est important de savoir. Ah oui. Pour les maladies chroniques et les personnes qui prennent des traitements donc de façon chronique, oui, voilà. Ça peut être l'hypertension, la dépression, l'asthme, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire pour cela? Alors, faites attention aux huiles essentielles à 1,8-cinéole qui sont toniques et hépatorénales. Faites attention aussi aux essences. Essence de citron, essence de pamplemousse, essence de mandarine, essence d'orange, essence de citrus. Pourquoi? Parce que ces essences ont comme composant majoritaire le limonène. Et le limonène est un stimulant hépatique par l'intermédiaire de cette énorme famille enzymatique qui est le cytochrome P450. Donc si tu prends une essence de citron, une essence d'un citrus quelconque, eh bien là, tu vas avoir une formidable interférence hépatique. Pas rénale cette fois-ci, simplement hépatique. Alors c'est vrai qu'on communique beaucoup sur le pamplemousse, donc ça a été diffusé, mais moins sur les autres essences de citron. Ou de... Tout ce qui contient du limonène. Oui. C'est quoi la différence entre une essence et une huile essentielle d'ailleurs? Alors, l'huile essentielle, tu prends une plante aromatique, tu la mets dans un alambic, tu distilles, tu as une huile essentielle. Quand tu prends une essence, un agrume, tu prends ton agrume, tu peux essayer de distiller, t'as que dalle. Donc, il faut prendre le zeste, tu vois, et le zeste, tu le presses à froid, et à ce moment-là, tu as l'essence qui est dans le zeste. D'accord. Alors, on parle d'essence parce que c'est exactement le produit qui est dans la plante. Il n'y a pas eu de transformation par une distillation. Tandis que quand tu fais une distillation à la vapeur d'eau, tu ne peux plus parler d'essence parce qu'elle a été transformée par la chaleur, l'humidité, donc de ta distillation à la vapeur d'eau. Et au niveau d'efficacité? Tout est efficace. C'est des outils différents. D'accord. Que tu prends pour telle ou telle chose. Le docteur Philippe Goueb, on apprend plein de choses. Alors c'est vrai que ça peut être un peu technique, mais il faut en parler. Et puis on va se familiariser. Voilà, on va se familiariser avec les termes, on se fait à mesure que le niveau va monter. Voilà, on a Philippe Goueb qui est avec nous. On parle d'huile essentielle en même temps qu'on parlait qu'il y avait la pub. Il y a une question qui est arrivée pendant la pub. Alors donc c'est une personne qui est allergique à l'aspirine et qui prend des anticoagulants et elle vous demande, doc, si on peut utiliser de la Gaultérie couchée. Alors pourquoi? Pour cette personne, la Gaultérie est contre-indiquée. Alors pourquoi? Donc c'est quand même quelqu'un qui le sait. Si elle pose la question, c'est qu'elle doit savoir un petit peu. Elle doit présenter un syndrome de Vidal avec polypose nasale, allergie à l'aspirine, etc. Enfin bon. Comment on sait qu'on est allergique à l'aspirine d'ailleurs? Parce que quand on prend, il le voit tout de suite. Il ne faut pas insister là-dessus. Ouais. Toutes les allergies, c'est assez redoutable. Alors, bon.
La Gaultérie, c'est 97, 98, 99% de salicylate de méthyle. Le salicylate de méthyle, c'est l'acide salicylique, l'aspirine. Bon. Donc, imagine-toi prendre de la Gaultérie alors que tu es allergique à l'aspirine, ça ne va pas aller. Imagine-toi prendre de la Gaultérie alors que tu es sous anticoagulant. Non, c'est pas possible. Tu vois ? Parce que aspirine et anticoagulant, ça ne va pas ensemble. Oui, parce qu'il y en a un qui fluidifie, voilà, et l'autre qui coagule. Ah oui, alors tu vas aller où tu vois, tu vas faire une splendide hémorragie. Oui, là, qui fluidifie. Enfin, il y en a deux qui fluidifient, en fait. Oui, donc tu vas... Ah oui, c'est les chutes du Niagara, là. Assuré. Ouais. Donc, non. Non. Voilà. Mais ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interactions qu'on doit connaître ? Ah, bien sûr. Alors, tu as par exemple les huiles essentielles d'hélicryse. L'hélicryse italienne, que tu trouves en Corse, que tu trouves dans le nord de l'Italie, que tu trouves aussi à l'hélicryse en Yougoslavie, enfin ex, et que tu trouves principalement en Corse, c'est les plus fines, mais enfin peu importe. C'est l'odeur de la Corse. Voilà, le maquis. Ouais. Et là, tu as dans ces huiles essentielles d'hélicryse un pourcentage significatif de diones. Les diones, ce sont des composants qui ont 2 fonctions cétones. Et alors, ces diones sont intéressantes parce qu'elles permettent de gérer tout ce qui est échymose, donc les bleus, et tout ce qui est hématome, donc des fois des petites poches de sang dans la peau. Donc ça aide à résorber très vite, et les mamans aiment bien quand elles ont leur bambin qui s'est cogné au front, sur la table, enfin bon. Pardon. Alors, c'est bien tout ça, mais ces diones, leur rôle, c'est de diminuer la viscosité sanguine. Donc, si tu as une hélicryse, tu la prends par voie orale, elle diminue ta viscosité sanguine, mais c'est bien ça. Mais si tu es sous anticoagulant, c'est contre-indiqué. Et je dirais même que si tu as en toi une lésion qui est susceptible de saigner... Oui, et qu'on n'a pas forcément identifié, voilà, sans le savoir. Voilà. Toi, polypes intestinaux, hernie hiatale, pour une femme, elle a un polype utérin, etc. Ah ben là, tu vas te rendre vite compte. Donc moi, je ne suis pas partisan que l'on prenne l'hélicryse par voie orale. Elle ne peut être utilisée que par voie percutanée. D'accord. Autre interaction qu'il faut connaître, si vous en voyez, Doc. Ah oui. Ah, je voudrais insister aussi, alors là vraiment, sur l'huile de carotte, Docus carota. Alors, Docus carota, c'est une huile essentielle magnifique, superbe. Pourquoi ? Pour cicatriser. Toi, dans le temps, on avait parmi les personnes âgées, des personnes porteurs d'escarres. Tu sais, les plaies que tu as... Oui, les escarres, c'est ce qu'on a quand on reste trop longtemps alité, par exemple. C'est ce que les malades connaissent. Voilà. Et surtout les personnes âgées, au bas du dos, etc. Tu as les ulcères de jambes, etc. Bon. Alors, quand tu prends des traitements allopathiques, bon, tu n'allais pas très loin, tu en prenais pour 20 ans. Bon. Et quand j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles, j'ai voulu déjà, pour ces lésions cutanées, leur donner un peu de force, toi. Elles étaient complètement atones, elles étaient non vivantes. Donc, leur donner de la vie, augmenter leur métabolisme. Bon. Donc là, pour ça, il y avait une huile essentielle de laurier et une huile essentielle de lavande fine. Pourquoi ? Parce que l'huile essentielle de laurier, c'est un tonique biologique. Ça augmente la circulation sanguine, la vitalité, etc. Et puis, l'huile essentielle de lavande, c'est une huile essentielle cicatrisante. Donc, tu prends 5... Enfin, il y a plusieurs lavandes, il y a plusieurs huiles essentielles de lavande. Tout à fait. Je t'ai dit lavande fine. La lavande fine, voilà. Ouais. Donc, tu prends 5% de l'une, 5% de l'autre.
dans ton petit mélange d'huile végétale d'amande douce. Là, tu tonifies la vitalité de ton ulcère ou de ton escarre. Et quand tu vois que ces lésions deviennent beaucoup plus vivantes, là, tu ajoutes l'huile essentielle de Docus carota. Bon. Et tu regardes comment ça marche. Et tu te rends compte, lors des changements de pansement, que la lésion cicatrise à partir de l'extérieur. Tu as une petite collerette de peau, toi, ça fait ça. De l'extérieur vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Alors tu te dis, attends, ça veut dire quoi cette histoire? Alors, finalement, le docol et le carotol, qui sont les composants principaux, surtout le carotol, de cette huile essentielle, le Docus carota, sont des sesquiterpénols, mais ce sont vraiment des toniques de la couche basale de l'épithélium cutané. D'accord? Donc, ce sont des facteurs de croissance. T'as pas besoin de tuer 1000 souris pour voir ça. Tu constates. Et tu te dis, si ce sont des facteurs de croissance, heureusement que j'ai vu ça, parce que si je l'utilise par voie orale et que tu as un cancer sans le savoir, là, tu vas vite t'en rendre compte. D'accord. Ouais. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de... C'est ça aussi, la recherche. Hein. C'est tâtonner, voir comment ça réagit. Oui, voilà, parce qu'on n'avait pas d'enseignement à l'époque. Donc, il fallait qu'on se débrouille par soi-même. Oui. Et c'était ça l'intérêt aussi. Toi, un mec passionné qui regarde ça, il monte au plafond tout de suite. Oui, mais ça permet de faire des thèses, voir comment ça fonctionne, les résultats qu'on obtient. Exactement. Ouais. Et puis, tu as tout de suite tes contre-indications. Et même sur la peau, tu ne vas pas mettre Docus carota sur un mélanome. Tu vas lui donner... Oui, là encore, on en revient au fameux facteur de croissance. Voilà. Ouais. Donc, extrême prudence. Donc, quand j'entends dire que Docus carota, c'est l'huile essentielle de la reconstruction hépatique, etc., c'est vrai, facteur de croissance. Mais il faut être sûr que la personne soit intègre. Et comment tu peux en être sûr? Il faut te tringler de partout, il faut te faire des ponctions de partout. Oui, donc ce qui veut dire qu'il faut la manipuler avec beaucoup de précautions. Voilà, il faut avoir ça en tête. C'est ça qui est important. Toutes les huiles essentielles ne se valent pas. Déjà, est-ce que le label bio est un label de garantie ou pas du tout? Alors le label bio est un label de garantie pour la plante. Il faut mieux choisir des plantes aromatiques qui ont été développées en bio. Bon. Mais une fois que tu distilles, si tu as une plante aromatique bio, que tu distilles mal, ton huile essentielle, elle sera dégueu. Il faut que toute la chaîne soit parfaite. Alors comment on fait? Parce que ça c'est une question qu'on nous a posée, de savoir qu'est-ce qu'on doit regarder, quelles sont les indications qu'on doit regarder pour bien choisir une huile essentielle de qualité. Alors, choisir une huile essentielle de qualité, c'est choisir une huile essentielle, somme toute, authentique et efficace et qui ne soit pas toxique. Enfin, toxique, dont la toxicité, on la connaît, mais qui n'est pas d'autre toxicité inattendue par son mode de fabrication. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut aller en pharmacie. On peut aller en parapharmacie. Et là, tu as des distributeurs qui, lorsqu'ils passent par ce biais commercial, sont obligés d'avoir une assurance qualité. Non, mais est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Parce que moi, je vois... le pharmacien, peut-être pas. Oui, voilà. Mais le distributeur qui lui fournit l'huile essentielle, il est obligé de fournir une fiche de qualité. Donc, la chromato, etc. Alors, le pharmacien peut ne pas la regarder. Mais c'est mieux pour lui qu'il l'ait. On vous a posé une question justement sur la chromato. Donc, voilà, on fait attention à quelle indication? Nous, en tant que consommateurs... Alors, la chromato, c'est un moyen technique pour te donner la composition des huiles essentielles. Composants majoritaires, composants minoritaires, etc. Donc, tu la connais mieux. Et selon les composants majoritaires, connaissant la pharmacologie de ces composants, tu sais ce que cette huile essentielle peut te donner. Et d'ailleurs, tu as dans ce bouquin, tu as la distillation, après tu as les familles, tu vois, et après tu as les huiles essentielles unitaires.
Mais pour chaque huile essentielle unitaire, je reprends la composition en famille. Comme ça, la personne qui veut savoir, elle se retrouve à la famille majoritaire, elle connaît mieux son huile essentielle. Mais vous qui connaissez bien le marché, oui, vous observez depuis longtemps. Oui. Alors, ça c'est quand même un circuit où tu as une assurance qualité. Alors, disons que tu as 90% de chances d'avoir l'assurance qualité. Quelquefois, tu as des distributeurs, il faut admettre, qui sont un peu légers là-dessus. Bon, c'est la nature humaine. Autrement, tu as un autre circuit, les grandes surfaces. Je ne vais pas citer de nom, mais enfin, les grandes surfaces. Oui. Eh bien là, je pense, d'après ce que j'ai vu à une époque, pas supposé, on donnait des lots qui étaient les moins bons. Et tu les mets à un prix le moins cher. Donc les gens vont dans ce circuit-là, ils ont des huiles essentielles peu chères, mais ils en ont pour leur argent. Tu vois, c'est triste. C'est triste parce que si tu as un enfant, par exemple, qui a de l'eczéma, si tu as un bébé qui a de l'érythème fessier, etc., tu veux lui donner de la lavande fine, tu vois, pour qu'il ait le meilleur. Et puis là, tu te trompes, tu donnes une autre. Ou une huile essentielle de lavande officinale qui vient de... Enfin, à l'époque, elle venait de Crimée. Maintenant, c'est peut-être plus tellement le truc. Mais bon, bref, elle vient de par là-bas. Et elle est de qualité industrielle. Tu vois. Alors, qualité industrielle, ça veut dire quoi ? C'est que tu as des plantations à perte de vue. Oui. Tu veux qu'on coupe ? Non, on va terminer. Des plantations à perte de vue. Oui. Et chaque plant est le clone du précédent ou du suivant. Donc, tu n'as pas une belle richesse moléculaire, tu vois. Oui. Donc ça, c'est exclu. Bon, on reviendra sur ce sujet. Philippe Goeb sur Beurre FM. Beaucoup d'informations ce matin. Beaucoup d'informations dans le livre que vous publiez. Ça s'appelle Huile essentielle en toute confiance. Connaître les huiles et les utiliser au quotidien au courrier du livre. Vous réécouterez cette émission qui se réécoute très bien en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Doc.